Bonjour à toutes et à tous, c'est l'épisode 8 de la saison 2 de VRAC, le podcast écologique et zéro déchet. Je suis Audrey Vuettaz et vous allez écouter mon entretien avec Orlane. Elle tient la chaîne YouTube Libre et Sauvage, vous retrouverez le lien dans la description, et je l'ai découverte dans une interview où elle préférait parler de low impact plutôt que de zéro déchet. Elle nous explique tout ça dans l'épisode, mais on a aussi parlé beauté, quotidien, compost et réfrigérateur, puisqu'elle n'en a plus. Elle m'a reçue dans son appartement en Île-de-France quelques jours avant le début du confinement. J'espère que son témoignage vous inspirera autant que moi. Bonne écoute! Bonjour Orlane. Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir proposé, je suis très contente. Alors en faisant des petites recherches pour préparer l'interview, j'ai vu que toi, tout avait commencé par tes cheveux. Exactement, oui, c'est assez rigolo. C'est une vidéo visionnée sur YouTube qui montrait qu'on pouvait se laver les cheveux avec un œuf et ça a été le déclic qui a changé ma vie. Alors comment on en passe à justement cette vidéo, à changer tout son mode de vie, parce que maintenant tu as un mode de vie qui tend vers le zéro déchet, c'est ça ? Exactement. En fait, cette vidéo a résonné parce que elle montrait que en fait, une chose dont on ne faisait pas du tout la promotion, un simple œuf pouvait laver les cheveux, et je me suis dit en fait qu'il devait y avoir beaucoup de choses comme ça qui fonctionnaient, dont on ne nous parlait pas et qui hackaient un peu la société. C'est cette idée qui m'a plu et ça m'a tournée vers la slow cosmétique. J'ai fait mes cosmétiques moi-même et puis s'en est suivi la réduction de mes déchets, la prise de conscience écologique et voilà, et en fait ça a tout changé. Et après, c'est peut-être addictif, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, je pourrais vraiment pas faire marche arrière. J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une vie parallèle et en fait, d'avoir compris tout ça, je me sens beaucoup plus libre et beaucoup plus actrice dans ma vie, et de faire des choix qui sont même politiques, en fait, en décidant de faire attention à l'écologie et de plus consommer comme je le faisais avant. Et c'est beaucoup plus sensé, en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que en fait, tout ce que je vais faire a du sens. Et c'est ce qui m'importe. Tu trouves du sens, peut-être aussi une meilleure vie, en tout cas une meilleure hygiène de vie ? Oui, complètement, ça aussi. Forcément, je me suis tournée vers donc pour tout ce qui est de la nourriture, des produits biologiques, des produits qui sont de saison, bien évidemment. Je mange plus de tomates en hiver, par exemple, chose à laquelle je faisais pas du tout attention avant. Donc j'ai réappris à connaître un peu le monde qui m'entoure. Et puis pour tout ce qui est produits cosmétiques, je fais mes cosmétiques moi-même. Je me suis simplifié la vie en éliminant beaucoup de produits. Du coup, ma routine est très minimaliste. Je passe beaucoup moins de temps dans la salle de bain. Du coup, j'ai du temps pour faire d'autres choses. Et j'achète des produits qui sont biologiques, français. Enfin voilà, je fais hyper gaffe à ce que j'utilise. Là, il y a quelque chose qui vient de m'intéresser, parce que souvent, quand on parle aux gens qui ne sont pas dans la démarche, la première réponse, c'est « mais en fait, j'ai pas le temps ». Oui, je peux comprendre. C'est vrai que quand on se dit qu'on fait tout soi-même, que ça doit prendre énormément de temps, et en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup d'astuces à mettre en place pour que ça ne nous prenne pas autant de temps qu'on ne le pense. Par exemple, en fait, moi, dans ma salle de bain, il va y avoir que 3 produits basiques que j'utilise pour faire toutes mes recettes, et puis je fais en grosse quantité, et ça me tient très longtemps. Et en fait, j'arrive même, je crois, à gagner du temps, puisque je fais mes courses en vrac, donc j'achète des grosses quantités, je fais mes produits en grosse quantité et ça me tient très longtemps, et en fait j'y pense moins. Oui, donc finalement c'est pas quelque chose qui prend vraiment l'esprit au quotidien, quoi. Non, puis il y a vraiment des recettes qui sont très très simples. Moi je me tourne que vers des recettes qui me prennent pas plus de 15 minutes, c'est le grand max que je mets pour chacune de mes recettes, en tout cas pour les cosmétiques et ce genre de choses, donc non, il y a vraiment des choses simples pour tout ça. Et alors, ça a changé ta manière de penser aussi plus largement, j'imagine, quand c'est tout ton quotidien qui est chamboulé. Là, tu parlais justement d'un engagement plus politique. Tu peux nous en dire plus ? Oui, carrément. En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais vraiment été intéressé à la politique. Ça me faisait très peur, je comprenais pas grand-chose. J'avais l'impression que c'était un peu un autre monde. Et en fait, le fait de me tourner vers ce mode de vie très différent, je me rends compte qu'en fait, ce sont des choix qui sont politisés. Puisque, par exemple, un exemple tout bête, j'emploie souvent le terme de consomme-acteur, qui est hyper important. J'ai décidé de ne plus donner mon argent à des grands supermarchés, à des fast-foods, ce genre de choses. Et à la place, cet argent, je le réinvestis dans des firmes locales, dans des petits épiciers qui très souvent sont pas très connus, à des artisans. Et donc, en fait, je prône une société qui, pour moi, est plus éthique et je la valorise.
Donc finalement, si on veut changer, nous, quelque chose, ça passerait peut-être par nos achats ? Exactement, oui, notre pouvoir d'achat est hyper important. Et on pense souvent que ce sont les grosses sociétés qui ont le pouvoir. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est nous qui avons le pouvoir parce que, en fait, sans notre argent et sans notre consommation, tout s'écroulerait. Donc, si on décide de mettre notre argent dans des commerces qui nous semblent plus justes et plus équitables, forcément, ça va modeler la société. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est nous qui avons le pouvoir. Donc. Et où est-ce que tu fais tes achats, par exemple, si c'est pas au supermarché ? Alors, déjà, il faut savoir que je mange plus de viande et de poisson, ce qui limite déjà pas mal aussi les magasins. Du coup, mes fruits et légumes, je vais les acheter au marché, tout simplement. Donc, j'y vais avec mes petits sacs en tissu. Donc, voilà, j'ai pas d'emballage. Et ensuite, pour tout ce qui est le reste, en fait, les féculents, les céréales, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Les huiles... et tout ce qui est aussi droguerie, je vais dans un magasin vrac. Donc, moi, je vais dans une chaîne qui est assez connue et qui est très développée en France, qui est la chaîne Day by Day. Mais ensuite, il y a plein d'autres alternatives vrac et de magasins, ça se développe vraiment beaucoup. Et en fait, j'achète tout le reste là-bas et je fais que ça. Et voilà, je survis très bien. Il n'y a pas besoin d'aller... Il n'y a pas besoin de faire des dizaines de magasins, par exemple ? Non, pas du tout. Il y a vraiment... maintenant, il y a quelques années, c'était peut-être plus le cas, mais maintenant, ça s'est vraiment développé. Et en fait, on peut tout trouver. Et même moi, dans mon magasin vrac, je pourrais, si je voulais, acheter mes fruits et légumes et mon poisson, puisqu'en fait, maintenant, ils travaillent avec des partenaires. Donc, en fait, il y a vraiment la possibilité de s'alimenter des fois en allant que dans un seul magasin, tout en faisant hyper attention. Et pour le reste, par exemple, là je vois, on est chez toi, c'est super mignon, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été chinées, c'est ça ? Oui, exactement. Bon, déjà, je fais des brocantes depuis que je suis gamine, parce qu'avec mes parents, on allait faire les brocantes tous les dimanches, c'était une habitude. Donc j'ai gardé cette habitude qui maintenant s'est transformée. Avant, c'était plutôt par souci financier. Et en fait, maintenant, c'est hyper cohérent avec ma démarche. Donc voilà, j'achète tous mes meubles d'occasion. C'est pareil pour mes vêtements. Et je ramasse aussi des trucs dans la rue, parce qu'il y a quand même des trésors. Et des fois, on n'ose pas ramasser parce qu'on se dit mince, c'est mis par terre, c'est à la poubelle. Et en fait, j'ai récupéré plein de super trucs. Et voilà, j'hésite pas aussi à bricoler, à réparer les choses, parce que des fois, on les jette alors que ça marche encore. Moi, j'ai déjà remarqué ça dans la rue. J'ai trouvé quelques meubles où je me dis, mais en fait, ils ont été mis dehors. Ouais, c'est exactement ça. Sans avoir vraiment... Ouais. C'est à peu près ça, les gens les jettent parce qu'en fait, il doit peut-être manquer... Bon, j'exagère un peu, mais il va manquer une vis, un truc, et du coup, les gens... prennent pas le temps de bricoler et vont le jeter et vont racheter quelque chose, alors qu'en fait, des fois, en prenant un tout petit peu de temps pour essayer d'étudier le problème, on peut les réparer facilement et du coup, leur redonner une seconde vie, quoi. Donc, c'est assez intéressant, tout ce qui est de seconde main et de réparer. Il y a quelque chose qui m'a intéressée aussi quand j'ai fait les recherches, c'est une vidéo que tu as mis sur ta page YouTube, que je mettrai en lien dans la description, où tu parles pas vraiment de zéro déchet, mais plutôt de low impact. Oui. Ça veut dire quoi ? Le terme low impact, moi, je le trouve beaucoup plus cohérent, puisque c'est vrai que le terme zéro déchet peut faire déjà très peur, et puis en fait il y a déjà zéro déchet, ce qui est en fait faux, puisqu'on n'est jamais à zéro déchet. Et le low impact, je trouve ça beaucoup plus cohérent dans le sens... C'est un terme qui va parler d'impact réduit au quotidien, et c'est en fait exactement ce que, en tout cas, moi, j'essaye de faire au quotidien. Et quand on parle de zéro déchet, c'est pas que ça. En fait, il y a plein de choses dont on parle pas et qui émergent de ça. Et le low impact engloberait plutôt tout ça, dans le sens où, oui, on va essayer de limiter ses déchets, limiter son impact carbone, de limiter son impact sur la planète, de faire attention. Et low impact, je trouve... correspond mieux à cette image en fait, et fait moins peur, et je le trouve beaucoup plus accessible aussi. C'est vrai que ça peut faire peur quand on se dit zéro déchet, on est là, la vie doit pas être très drôle. C'est ça, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, depuis que je suis dans le zéro déchet, je suis beaucoup plus épanouie, beaucoup plus déjà, je mange beaucoup mieux aussi, par exemple. Et en fait, le terme zéro déchet est incohérent dans le sens où il y a déjà énormément de déchets qu'on ne peut pas montrer. Parce que je disais tout à l'heure, par exemple, il y a l'eau que je consomme, l'électricité que je consomme, qui sont en soi des déchets que je peux pas mettre dans ma petite poubelle. Quand je vais au restaurant, il y a aussi des déchets que je vais pas demander. Donnez-moi les emballages de ce que j'ai consommé. Et puis, parce que moi, je montrais donc ce petit bocal de déchets à l'année, donc qui sont ce que j'appelle les déchets noirs. Donc, c'est les déchets qui sont non recyclables. Parce qu'à côté, j'ai une poubelle de déchets recyclables et une poubelle de biodéchets. J'ai un compost chez moi. Donc, la poubelle de recyclables et de biodéchets, je la mets pas dans la poubelle de déchets noirs. Donc, j'ai plein d'autres déchets à côté qui sont en soi recyclables, mais qui sont quand même présents, même si je tends à les limiter énormément.
Mais voilà, donc c'est pas vraiment représentatif de ce qu'on produit concrètement comme déchets. Et c'est possible d'avoir un compost dans un appartement Oui, parisien complètement. ou... Ouais, moi j'ai un appartement de 20 mètres carrés, j'ai pas de balcon et j'ai ce compost depuis 4 ans et franchement j'ai aucun problème avec. Du moment on s'en occupe bien, c'est-à-dire que il est pas trop humide, voilà, il est pas censé avoir de moucherons, pas d'odeur. Tu vois, il y a pas d'odeur. Voilà. Donc voilà, et c'est hyper pratique parce qu'en plus ça me fait du compost. Pour tes plantes. Voilà, donc je produis quelque chose et en même temps je réduis mes poubelles. Et ça me permet aussi d'avoir une espèce de lucidité par rapport à la décomposition des légumes. Je mets les mains dans la terre. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez... Moi j'aime beaucoup, donc je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai volontairement choisi un modèle qui est un peu flashy, qui est un peu au milieu de mon salon, parce qu'en fait quand j'ai des amis qui viennent... Bon, maintenant tous mes amis savent, mais au début c'était un peu c'est quoi ton truc? Et du coup ça engageait une conversation sur l'écologie et le compost et c'était assez sympa. Ils en pensent quoi les gens autour de toi? Est-ce qu'ils se disent waouh? Qu'est-ce qu'ils se disent? Alors du coup tous mes amis sont vachement sensibilisés à ça maintenant, mais au début c'était plutôt de la curiosité. Ils essayaient de comprendre. Par exemple pour le compost, ils m'ont posé beaucoup de questions pour savoir comment ça marchait, tout ça. Et puis quelques années plus tard, tous mes amis ont un compost chez eux. Ils sont quasiment tous végétariens. Ils font extrêmement attention à leurs déchets, donc je suis très contente. Moi je les ai pas du tout forcés justement. Mais peut-être c'est de te voir. Je pense, oui, voilà, j'ai fait mon truc, ils voyaient que j'étais heureuse et ils sont revenus quelques années plus tard en me posant des questions et du coup je leur file des conseils et on partage ça, donc en plus c'est carrément cool. Ah ouais, c'est trop marrant. En fait, tu es un petit peu l'étendard du zéro déchet. Exactement, oui. Bon, après... c'est vrai que les personnes plus éloignées peuvent être peut-être un peu plus... surprise. Oui, voilà, parce que c'est vrai que par exemple, je n'utilise pas de shampoing standard, par exemple. J'utilise de la farine de pois chiche pour me laver les cheveux, ce genre de choses. D'ailleurs, quand je vais à la piscine, volontairement, je me lave les cheveux à la piscine parfois. Et du coup, j'adore regarder le regard des gens qui disent « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Voilà. Et moi, je le fais hyper naturellement, je fais mon truc et c'est marrant. Donc, j'aime bien susciter aussi la curiosité. Peut-être que c'est par là aussi qu'on interpelle un petit peu les gens et qu'on change un peu les consciences. Oui. Depuis le début, j'ai vraiment un discours qui n'est pas du tout de forcer les gens à le faire. Enfin, j'essaye de déculpabiliser au maximum aussi et de vraiment montrer que faut le faire à son rythme si on a envie de le faire, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être jamais envie d'essayer de limiter leurs déchets et je respecte quand même et voilà, mais surtout puis de faire des erreurs, quoi. C'est hyper important de se gourer, de recommencer, ça fait partie de la démarche. Est-ce que tu as rencontré des freins dans ta démarche? Ça fait combien de temps là maintenant? Là, je crois que je suis sur ma 5e année de prise de conscience. Année. J'imagine qu'il y a eu peut-être un moment tu as rencontré quelques problèmes ou des choses que tu n'arrivais pas à faire. Oui. Il y a des choses qui sont allées très très vite, pour lesquelles ça a été hyper fluide, et d'autres choses, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Par exemple, à partir du moment où on commence à faire par exemple ces cosmétiques soi-même, ce genre de choses, on a envie des fois de revenir à la facilité de certaines choses. Par exemple, pour le savon, j'ai testé des recettes, ce genre de choses, et finalement je suis revenue tout bêtement au savon de Marseille ou savon d'Alep, qui est un savon qui est naturel, qui me convient très bien, et parce que j'avais pas l'énergie de à chaque fois faire mon savon, par exemple. Mais sinon, non, j'ai pas l'impression d'avoir rencontré vraiment de difficultés. Peut-être le compost au début. C'est vrai que pour le coup, j'ai dû recommencer. Ça n'a pas marché quand je l'ai lancé. Donc quelques mois après, j'ai dû tout recommencer. C'est vrai que je me suis dit, bon, c'est un peu embêtant. Mais en fait, une fois que ça marche, c'est peut-être gratifiant aussi de se dire... Oui, voilà, c'est ça. Mine de rien, d'avoir quelques échecs, en fait, quand on arrive à les franchir et à réussir, on est super fier de soi. Et c'est vrai que moi, de voir tout ce que j'ai pu accomplir... ces 5 dernières années, j'ai quand même une petite part de fierté. C'est vrai qu'elle est présente. Donc, et alors, dans les succès, il y a ton frigo. Enfin, il y a ton frigo. Oui, exactement. Ça, j'ai fait ça sur un coup de tête, en fait. Pareil, j'ai ouvert mon frigo un jour et je me suis rendu compte qu'il était vraiment allumé pour rien. Et je me suis dit, je vais le débrancher, on va tester. Et puis, j'ai jamais rebranché. Et tout se passe bien, donc voilà. Et comment on fait concrètement quand on n'a pas de frigo? Parce que moi, ça me paraît inatteignable. J'imagine. Même le congèle. Ouais, c'est sûr. Alors moi, de base, en fait, déjà, comme je suis passée végétarienne, du coup, il y a beaucoup toute la viande et le poisson, j'en mange plus, donc déjà, ça facilite énormément. Et après, il y a plein d'astuces qui existent pour conserver sa nourriture, ses fruits et légumes. Et surtout, en plus, ce sont des astuces de grand-mère, en fait, des choses qu'on utilisait avant. Et moi, j'ai beaucoup
aimé cette démarche, que ça m'a permis, pareil, d'être beaucoup plus lucide, d'apprendre à mieux conserver mes aliments, d'acheter en juste ce qu'il me fallait, ne pas trop acheter. Et du coup, j'ai beaucoup moins de gâchis alimentaires. Ça évite d'oublier ce qu'il y a au fond du frigo, dans une assiette. Exactement, ouais. Et par exemple, moi, mes placards sont, ça peut paraître un peu fou, mais sont très souvent vides, où il y a juste ce qu'il faut. J'ai jamais de boîte de conserve qui reste des années, des kilos de riz qui restent, parce qu'en fait, je veux plus avoir cette nourriture qui est inutilisée. J'achète vraiment pas au jour le jour, mais en fait, je fais le marché 2 fois par semaine et je vais au vrac 2 fois par mois, et c'est tout. Et j'ai vraiment toujours ce dont j'ai besoin et pas de choses qui restent au cas où, en fait. Ça, c'est un autre mode de fonctionnement. Donc on voit concrètement qu'il y a un gain de temps parce que finalement tu fais pas les courses si souvent que ça. Non, vraiment, c'est grand max 2 fois par semaine pour le marché, quoi. Et puis après, le vrac 2 fois par mois à peu près, quoi. C'est tout. Donc là, on l'a vu, pour changer nos habitudes, il y a déjà la consommation. Chez qui on va, où est-ce qu'on va acheter nos produits. Ouais. Toi, tu as quelques conseils peut-être pour une dernière question à nous donner pour commencer? Le premier tip, ce qui est vraiment hyper pratique et qui sera le plus utile au début, c'est vraiment d'acheter des sacs, enfin vous pouvez les faire vous-même, mais avoir des sacs en tissu réutilisables, déjà pour le vrac et pour les fruits et légumes, ça change tout, d'en avoir toujours quelques-uns dans son sac, parce que si par exemple on décide de s'arrêter dans un supermarché, on a toujours des sacs pour acheter ce qu'il faut. Vous pouvez les fabriquer vous-même. Moi, je sais que j'ai utilisé mes vieux bas de pyjama qui étaient vieux, et voilà, je les ai découpés, j'en ai fait des sacs vrac, et du coup, ils ont une histoire en plus, et c'est sympa. Ouais, c'est marrant. Bon, super. Un premier pas en tout cas. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, ça aide bien pour le référencement et ça motive. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram du podcast ou à la chaîne YouTube pour être prévenu à chaque publication d'épisode. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Vrac.